Imaginez, vous êtes sur un tournage pendant 9 mois, au milieu de nulle part, les températures sont glaciales, le réalisateur est odieux, et en plus complètement inconscient des dangers qu'il vous fait prendre tous les jours. Eh bien c'est ce qu'il s'est passé sur le tournage chaotique de The Revenant. Je vous raconte tout, et vous n'allez pas être déçus. Salut, c'est Alexandre et aujourd'hui j'avais envie de reparler de The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Si vous êtes passé à côté à sa sortie en 2015, le film s'inspire d'un épisode célèbre de la vie du trappeur Hugh Glass, attaqué par un grizzly lors d'une expédition de chasse à la fourrure en 1823. Dans la version d'Iñárritu, le personnage de Hugh Glass, il est incarné par Leonardo DiCaprio, il est dépouillé par ses compagnons et laissé pour mort. Sauf que Glass, il survit, il entreprend de se venger de ceux qui l'ont trahi. Le film est donc sorti en 2015 au cinéma et début 2016 en France et rapidement il est devenu un phénomène mondial. Non seulement les critiques étaient assez dithyrambiques, mais en plus les spectateurs se sont déplacés en masse au cinéma. Pour se faire une idée, le film a attiré plus de 3,8 millions de spectateurs en France et a récolté plus de 532 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 135 millions. Pour un survival historique de 2h35, c'est franchement des scores exceptionnels. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque The Revenant a surtout convaincu toute l'industrie hollywoodienne. Le film a ainsi triomphé au BAFTA avec 5 trophées dont meilleur film, a gagné 3 Golden Globes dont meilleur drame, et sur ses 12 nominations aux Oscars, il en a reçu 3, meilleure photographie, meilleure réalisation pour Iñárritu, et surtout l'Oscar du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, lui permettant enfin de remporter le Graal hollywoodien après tant d'années de disette. Franchement, c'était amplement mérité à mon humble avis, et je trouve que le film aurait aussi dû gagner l'Oscar du meilleur film, pour être très honnête, face à Spotlight, qui avait été récompensé cette année-là, et je dis ça en sachant bien que oui, il y avait Mad Max Fury Road dans la course pour la statuette. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, je m'en fous, n'hésitez pas à le dire en commentaire en tout cas. The Revenant est par excellence un film d'immersion. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est en partenariat avec sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est nos camarades experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Aujourd'hui, je vous propose une barre de son, la Sonos Arc Ultra Noire, qui a dû être nommée par quelqu'un qui a un peu trop écouté Evanescence dans sa jeunesse. Du 20 mars au 6 avril, sonvideo.com vous la propose à 899 € au lieu de 1099 €, soit une réduction de 200 €, parce que je sais compter, même si j'ai fait une classe littéraire au lycée. Vous l'aurez compris, au vu de son prix initial, on est sur de la belle gamme, avec pas moins de 14 haut-parleurs pour répartir efficacement le son sur 9.1.4 canaux. C'est idéal pour vos films et vos séries en Dolby Atmos, sans pour autant compromettre un format plutôt compact et un design élégant qui ne détonnera pas dans votre salon, contrairement à ma PS5 et son côté bibelot d'art contemporain. Comme d'habitude, elle peut faire office d'enceinte connectée pour l'écoute musicale, notamment en Bluetooth, mais surtout il y a la technologie propriétaire Sonos TruePlay, qui permet d'ajuster la restitution sonore en fonction des propriétés acoustiques de votre pièce. Et à ça s'ajoute plein de modes pour adapter ou égaliser les dialogues ou les basses comme vous le voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description pour profiter de cette promotion jusqu'au 6 avril et profitez-en pour visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. The Revenant, pour la faire simple, je trouve que c'est un très grand film épique et virtuose, avec des scènes d'action époustouflantes. La mise en scène immersive d'Iñárritu, constituée en majorité de plans séquences hyper techniques, donne une ampleur dingue au récit, mais au-delà de ça, le film est d'une beauté folle et durant quelques moments de répit, il réussit même à transformer ce survival en vraie méditation poétique. C'est ambitieux, audacieux et captivant de bout en bout, mais pour en arriver là, ça n'a pas été de tout repos, bien au contraire. Pour les 10 ans du film, c'est sur la production chaotique du film que je voulais revenir, car au milieu du simple défi technique et artistique, il se cache un tournage absolument infernal, défiant les lois de la nature. Dans le genre, il y a eu Apocalypse Now de Coppola, Fitzcarraldo de Werner Herzog ou Sorcerer de William Friedkin, et donc maintenant The Revenant d'Iñárritu. Et pour en parler, le mieux, c'est de commencer par le début. Avant l'arrivée d'Alejandro González Iñárritu dans l'aventure, The Revenant est passé par plusieurs étapes. Le projet est né en 2001 grâce au producteur Akiva Goldsman, derrière Batman Forever et Batman Robin notamment à l'époque. Il avait acheté les droits du roman The Revenant écrit par Michael Punk et il sent le potentiel de ce western et signe un accord avec Warner pour concrétiser son adaptation. Très vite, le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook rentre dans la partie, avec l'idée d'avoir Samuel L. Jackson au casting. Sauf qu'il abandonne très rapidement le projet et l'adaptation, elle végète pendant presque 10 ans, puisque c'est seulement en mai 2010 que tout est relancé. D'abord avec le réalisateur John Hillcoat, qui vient de faire La Route, et Christian Bale dans le rôle principal. Sauf qu'en octobre, il décide de s'en aller. Le réalisateur français Jean-François Richet est pressenti un temps, mais finalement c'est en août 2011 qu'Iñárritu rentre dans la danse avec New Regency, un budget de 60 millions de dollars, et il ne va plus lâcher ce The Revenant. À ce moment-là, il veut DiCaprio dans le rôle principal et Sean Penn dans la peau de l'ennemi juré de Hugh Glass, John Fitzgerald. Et il a surtout d'autres conditions, tourner en décor naturel.
Une équipe est donc missionnée pour trouver les paysages parfaits pour l'histoire. Et de son côté, le Mexicain, lui, il retravaille sur le scénario du film avec le scénariste Mark L. Smith qui travaille sur le projet depuis un peu plus d'1 an. Iñárritu, très vite, il a des remarques sur son travail et Mark L. Smith, il s'exécute pour modifier au mieux le scénario en fonction des demandes du Mexicain. Et ce, même si, comme il l'a confié dans une interview avec Creative Screening en 2016, il pensait que le réalisateur s'embarquait dans un grand bourbier. Il avait des idées et je lui disais « Alejandro, on n'y arrivera pas, ça ne marchera pas ». Et il répondait « Marc, fais-moi confiance, on peut le faire ». Au final, il avait raison. Après une grosse année d'écriture, en décembre 2012, le projet est mis en pause et Iñárritu décide carrément de faire un autre film, Birdman. Le tournage débute en mars 2013, prend plusieurs semaines et prend un peu de retard, notamment à cause de l'ambition folle d'Iñárritu, réaliser le film en un seul et même plan séquence. La post-production de Birdman prend du temps, mais le jeu en vaut la chandelle puisque le film est présenté en ouverture de la Mostra de Venise 2014 et devient un énorme succès critique. Il remportera même quelques mois plus tard 4 statuettes, meilleure photographie, meilleur scénario original, meilleure réalisation et meilleur film, les 3 derniers récompensant Iñárritu en personne. Mais revenons-en à The Revenant. Pendant que Birdman se termine, quelques changements s'opèrent puisque Sean Penn quitte le projet et Tom Hardy est finalement choisi pour jouer le personnage de John Fitzgerald. Au moment où Birdman sort au cinéma en octobre 2014, le tournage de The Revenant se lance alors avec un budget de départ non plus de 60 comme il était prévu, mais de 95 millions de dollars. Et retenez bien ce montant car il va exploser. L'équipe s'envole au Canada, dans la région de l'Alberta, et c'est le début des vraies galères. Le tournage se déroule dans une région sauvage si reculée qu'il faut déjà faire 2 heures de trajet aller-retour depuis Calgary et encore, c'est presque la partie la plus facile, vous allez voir. Pour rappel, Iñárritu et son chef opérateur, Emmanuel Lubezki, qui vient de travailler avec lui sur Birdman, mais a aussi bossé pour Alfonso Cuarón sur Gravity et Les Fils de l'Homme par le passé, et aussi les films de Terrence Malick, comme Tree of Life et Le Nouveau Monde, eh bien ils veulent tourner le film en lumière naturelle, et aussi en plan séquence. Mais plus contraignant, ils veulent tourner le film dans l'ordre chronologique. Ce choix est inhabituel à Hollywood, voire rarissime, car il n'est pas du tout pratique. Mais peu importe, c'est une condition sine qua non pour Iñárritu, qui veut absolument que les acteurs évoluent en même temps que leurs personnages, et qu'ils ressentent aussi leur douleur, leur fatigue, leur épuisement. Sur le budget, ça provoque forcément un surcoût tout de suite de 7 millions de dollars, mais sur le plateau, ça signifie une organisation ultra précise à mettre en place. Et oui, forcément, cette dépendance totale aux éléments fragilise chaque prise de vue, susceptible d'être impossible si la météo change brusquement ou si la luminosité n'est pas au rendez-vous. Et pire, si la prise est ratée, eh bien elle sera tout simplement inutilisable et devra être reproduite le lendemain, et ainsi de suite. Concrètement, ça réduit le temps de tournage à seulement 1h30 par jour, voire 20 minutes pour certaines séquences très spécifiques pour tourner avec la bonne lumière, etc. Alors pour éviter tout tournage inutile, il faut une préparation hors norme afin que chaque acteur, des rôles principaux aux simples figurants, sache exactement quoi faire au moment où la caméra tourne. Pour profiter au maximum de la période propice au tournage, les autres moments de la journée sont donc consacrés à des répétitions épuisantes avec l'ensemble de l'équipe et des acteurs, à l'exception des acteurs principaux. Iñárritu fait même embaucher un historien, Clay Landry, pour créer une sorte d'école des bonnes manières des années 1820 pour les acteurs. Objectif ? Apprendre à utiliser un fusil au silex, dépecer des castors et lancer de haches, entre autres. L'ambiance est bon enfant à l'entraînement, mais l'ampleur du défi est folle. Et ces conditions extraordinaires sont d'autant plus exigeantes que la météo va devenir un ennemi quotidien. En hiver ou au printemps, dans les forêts canadiennes de l'Alberta, la température descend parfois jusqu'à moins 40 degrés. Leonardo DiCaprio a lui-même évoqué cet énorme challenge lors d'une interview avec Access Hollywood pendant la promo qui résume parfaitement toutes les contraintes pendant ce long tournage qui a duré 9 mois dans des conditions extrêmes entre le froid, l'isolement et l'épuisement physique. We'd be in situations where we thought we'd have an entire snowpack and it would melt, and for 2 weeks we'd be sitting around trying to adjust, make up new shots, and other times a storm would come in and it would be 40 below zero. So that was always the logistical challenge for us, is how to deal with the weather and how to stay warm. DiCaprio, il sait parfaitement ce qu'il raconte puisqu'il s'est lui-même donné corps et âme pour son personnage, afin d'insuffler au film un ultra-réalisme, comme il l'expliquait à Yahoo Movies. Je pourrais citer 30 ou 40 séquences qui ont été parmi les plus difficiles que j'ai jamais eu à tourner, que ce soit traverser des rivières gelées, dormir dans des carcasses d'animaux, ou ce que j'ai mangé sur le plateau. J'endurais constamment un froid glacial et un risque d'hypothermie. Je ne mange certainement pas de foie de bison cru tous les jours, et quand vous verrez le film, vous verrez ma réaction. Car Alejandro a gardé la scène. Ça en dit long, c'était une réaction instinctive. Pour revenir au froid, il va toucher tout le monde, mais aussi concerner le matériel de tournage. Avec de telles températures, les caméras gelaient également, et de l'aveu même d'Iñárritu, les déplacer d'un endroit à l'autre était un véritable cauchemar. En février, alors qu'il monte sur scène pour recevoir ses Oscars pour Birdman, au même moment, les lieux de tournage de The Revenant se retrouvent inondés. Au bout de 7 mois de tournage, la neige des décors canadiens fond avant que le tournage ne soit terminé au printemps,
Et la production fait venir de la neige, par camion, mais ce n'est pas suffisant, alors elle est obligée de chercher de nouveaux lieux. Bref, l'équipe se retrouve à voyager, à passer du quasi-pôle Nord au pôle Sud, en Argentine, sur les terres d'Ushuaia, pour tourner l'ultime séquence entre Tom Hardy et Leonardo DiCaprio. Voici ce que racontait Iñárritu à l'époque. La neige a fondu, littéralement, sous nos yeux. On a vécu le réchauffement climatique. On prévoyait de tourner la scène finale dans un décor qui était supposé avoir de la neige, mais il y avait des abeilles. Alors, on a dû arrêter. Le tournage est donc retardé de quelques mois et se termine en août 2025, au lieu du printemps initialement prévu, faisant encore grimper le budget. En tout, le budget, il est passé de 60 millions au lancement du projet à 95 millions au début du tournage pour monter, écoutez bien, à 135 millions de dollars à la fin. Mais en vérité, ce n'est pas uniquement la météo qui a provoqué une explosion de ce budget, mais tout le bazar pendant la production. Si les conditions étaient difficiles, le tempérament d'Iñárritu n'était pas facile à vivre, voire insupportable. D'ailleurs, la rumeur veut qu'à cause d'un accès internet limité, il ne pouvait pas profiter de son abonnement à écran large. Car oui, Iñárritu, il a un abonnement à écran large. C'est promis. Et il a donc accès à plein de dossiers exclusifs et quelques podcasts pour seulement quelques euros par mois. Et vous aussi, vous pouvez l'obtenir. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Bon, plus sérieusement, pour reparler du comportement de Iñárritu, sur une scène, il avait par exemple exigé le déclenchement d'une véritable avalanche, nécessitant de la dynamite et un hélicoptère pour l'occasion. Mais moins brillant, dans un long papier de The Hollywood Reporter, sorti en juillet 2015, soit 5 mois avant la sortie du film au cinéma et alors que le tournage n'est même pas terminé, un membre de l'équipe a confié qu'Iñárritu changeait souvent d'avis en cours de route et que ce qui était tourné ne ressemblait pas vraiment à ce qui avait été mis en place ou répété pendant de longues semaines avant le grand jour. Une accusation qu'Iñárritu a reconnue tout en s'expliquant. Ça fait partie du processus, c'est une question d'une précision incroyable. Ce n'est pas facile, il faut peaufiner jusqu'à obtenir le résultat parfait. Et sur le papier, Iñárritu n'a pas totalement tort. Ce n'était pas forcément un problème puisque tout le monde connaissait les conditions et avait conscience que le tournage serait rude. C'est ce que racontaient Leonardo DiCaprio et Will Poulter en conférence de presse au moment de la sortie du film. And from the opening shot, which took weeks and weeks just to rehearse, let alone pull off and shoot, we knew that we needed to continue on with a level of filmmaking that was going to be incredibly challenging. We knew to an extent going into the shooting of the movie that it was going to be very difficult, that it was going to challenge us all. But there's something very rewarding in working past the point at which you thought you couldn't take any more. Problème, le tournage est rapidement parti en vrille lors du tournage de la séquence de bataille introduisant le film. Justement, à l'origine, elle devait se reposer sur une trentaine de trappeurs et autant d'Amérindiens. Mais la scène a finalement impliqué 200 acteurs, 1 mois de préparation, et dans le film, elle ne dure que 8 minutes environ. Vous voyez comment les coups ont grimpé en flèche? Pire encore, pour la scène, Iñárritu aurait décidé au dernier moment de faire traîner un personnage nu au sol. Le réalisateur se souvient s'être inquiété pour les parties génitales de l'acteur, il le promet, et avoir étalé une bâche en plastique pour le protéger. Si certains membres de l'équipe affirment que l'acteur souffrait, Iñárritu a réfuté lui de son côté ces allégations, les qualifiant de mensonges puisqu'il avait pris soin personnellement de lui demander régulièrement si ça allait. Bref, il y a aussi l'histoire d'un comédien immergé en eau glacée dans une combinaison défectueuse qui avait été bricolée pour être invisible à l'écran, quand d'autres n'avaient pas le droit de porter des gants pour le réalisme des séquences malgré le froid glacial et les moins 25 degrés. Un technicien anonyme résume la situation comme un véritable enfer et d'autres parlent carrément de la pire expérience de leur carrière. Sur les bancs des accusés, il y a Iñárritu évidemment, mais il y a aussi le producteur Jim Scotch-Dopol. La collaboration entre les deux hommes, qui avaient pourtant travaillé ensemble sur Birdman, aurait beaucoup participé à la tension qui régnait sur le plateau. Iñárritu aurait ainsi pris pour habitude de passer ses nerfs sur l'équipe, qui constatait que Scotch-Dopol était incapable de gérer un tournage titanesque et un réalisateur difficile à manœuvrer. En avril 2014, un voyage en hélicoptère vers un décor en pleine forêt qui s'est révélé être mal exposé et offrir une lumière inadéquate aurait mis un terme à la collaboration après une altercation. Officiellement, Scotch-Dopol a été redéployé loin du tournage pour gérer la production au Canada depuis une caravane. Officieusement, il a complètement été banni du plateau. Mais la crise, elle va bien au-delà de ces deux hommes. En décembre 2014, une pause de 15 jours se transforme en pause de 6 semaines, durant lesquelles Iñárritu renforce son équipe de production. Avec cette pause rallongée, de son côté, Tom Hardy est obligé d'abandonner un rôle dans Suicide Squad. Alors on ne sait pas vraiment s'il a eu les boules, mais bon, heureusement, il a trouvé un autre rôle de choix avec Venom depuis. Dans son article, The Hollywood Reporter révélait même que beaucoup de membres ont quitté le film en cours de production, quand ils n'ont pas été simplement virés. Et Iñárritu assumait tout sans sourciller. Je n'ai rien à cacher, il y a eu des problèmes, mais aucun dont j'ai honte. En tant que réalisateur, si je constate qu'un violon joue faux, je dois le retirer de l'orchestre. Sauf que 2 jours après cet article, Damien Petty, un responsable de syndicat qui représente des membres de l'équipe canadienne, donne sa version des faits sur ces licenciements. Il explique qu'Iñárritu n'aurait pas respecté les consignes de sécurité lorsqu'il s'agissait d'obtenir le plan parfait, et selon Petty,
Parmi la vingtaine de techniciens virés, certains avaient justement remis en question les conditions de sécurité garanties par la production. New Regency a démenti et affirmé que l'équipe était en sécurité pendant tout le tournage, et de son côté, le premier assistant réalisateur du film, Scott Robertson, a carrément relativisé, en expliquant qu'au moins une réunion de sécurité avait lieu chaque jour et que malgré toutes les folies de tournage, personne ne s'était blessé. Alors qui croire, que penser? Le plus simple c'est d'écouter les confidences d'Iñárritu quelques mois plus tard à Rolling Stone en février 2016, en pleine promo pour les Oscars et surtout bien plus lucide sur la dangerosité de son The Revenant. C'était de la folie. Je dirais que le film est un heureux hasard, fruit d'une très mauvaise décision. C'est le résultat d'une décision irresponsable que j'ai prise, mais parfois on a besoin de ça, d'être naïf, aveugle à la réalité. Sinon, on ne se lancerait pas dans de telles aventures. Je savais à quel point ce serait difficile, mais je me rends compte maintenant à quel point j'étais déconnecté de la réalité quand je décidais comment faire ce film. Je suis content d'avoir pris cette décision irresponsable, mais ça aurait pu être catastrophique. Par chance ou par miracle, The Revenant s'est donc bien terminé, et après une post-production intense, c'est devenu un véritable bijou glacial, puissant, impitoyable, où Alejandro González Iñárritu propose un cauchemar languissant, complet, poétique, le tout au cœur d'une action de blockbuster puissante. Plus de 10 ans après sa sortie, certaines scènes sont encore dans toutes les têtes, de cette embuscade amérindienne ouvrant le film, à ce plan séquence incroyable, à dos de cheval, finissant sa course par une chute d'une falaise, en passant par cette fuite immersive dans une rivière glacée, et évidemment, l'emblématique attaque de l'ours, séquence d'une brutalité viscérale sans pareil. Le film a aussi influencé une ribambelle de cinéastes depuis, à l'image de Chloé Zhao pour Les Éternels par exemple avec sa scène de bataille en pleine forêt, ou Robert Eggers et son The Northman, dont l'attaque d'un village ressemble clairement à la scène d'introduction de The Revenant, jusqu'à 7 hommes tombant d'un cheval et ce gros plan. Mais ce que j'aime surtout personnellement quand je revois The Revenant, au-delà de son survival épique, c'est simplement sa beauté. J'ai l'impression de ne plus jamais voir ça au cinéma. Le choix de la lumière naturelle a été un défi hors norme et dangereux, c'est incontestable, mais rarement un film n'a semblé aussi vrai, naturel justement. Chaque plan est magnifique et les petits moments de répit où la caméra choisit de s'attarder sur les détails de la nature ou de capturer l'ampleur des paysages entourant les personnages sont mémorables. Et alors oui, c'est vrai, il pille un peu le cinéma de Tarkovsky jusqu'à ce plan incroyable d'une météorite tombant dans l'eau, clairement inspiré de L'Enfance vivant, même si la météorite, je vous le rappelle, elle était déjà au cœur de Birdman par ailleurs, Iñárritu, il insuffle une poésie incroyable à The Revenant, bien aidé par la virtuosité d'Emmanuel Lubezki à la photo. Et je ne parle même pas du regard passionnant du film sur la sauvagerie du colonialisme, cette naissance du capitalisme fou, filmé comme une conquête barbare. Bref, c'est un monument d'aventure pour moi. Et par chance, le film il nous ressort au cinéma pendant une semaine en France à partir de ce 26 mars. Et je vous conseille vivement d'y aller car son expérience est évidemment décuplée sur le grand écran. À sa sortie, j'y étais allé 3 fois personnellement et je compte bien aller le revoir dès que possible. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les coulisses de The Revenant vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Et puis avant The Revenant, jetez-vous sur ma vidéo sur les coulisses chaotiques du tournage de 3. Vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, salut. Stop.